podcast.fr. L'interview de podcast.fr. Bonjour, c'est Claire de podcast.fr. Chaque semaine, je décortique les secrets des podcasts qui marchent. Aujourd'hui, Vlan avec Grégory Pouy. Bonjour Grégory. Salut Claire. Tu as été l'un des blogueurs et des marketeurs les plus influents de France. En 2017, tu as créé Vlan, donc un podcast qui était initialement un podcast marketing et qui, au fil du temps, a évolué vers un podcast sur l'exploration du lien à soi, aux autres et à la planète. Aujourd'hui, Vlan, c'est plus de 20 millions d'écoutes et c'est un positionnement affirmé autour de ce qui peut nous redonner envie du futur. Voilà. Très C'est bon comme ça qu'on pitch. peut le résumer, c'est Ouais, ça. ouais, c'est un très bon pitch. Tu as aussi écrit un livre, donné de multiples conférences, partout dans le monde et puis, fondé un deuxième podcast qui est le petit frère de Vlan, Vlan Leadership, qui explore, un leadership, plus humain, on va dire plus empathique, à la Mmh. croisée du Caire. Mmh. Mmh. Et j'avais envie de commencer cette interview de façon très classique par, te demander, ce qui t'a, mené toi à te lancer dans le podcast, de façon assez pionnière, en fait, puisqu'à l'époque il y avait très, très peu de podcasteurs en France et que tu étais déjà un marketeur, bien, établi. C'est vrai. Et ben, écoute, merci pour cette introduction. Écoute, le truc, c'est que, moi, je suis un créateur de contenu depuis très longtemps, depuis 2005. Donc je parce que je suis vieux, voilà, on peut se le dire. Et j'ai commencé à créer du contenu parce que je cherchais du travail en 2005. Et en fait, j'ai pris vraiment goût et je me suis rendu compte que j'adorais, transmettre. Et c'est une histoire, c'est lié à mon histoire, bien sûr. Et en fait, en 2013, je suis parti vivre à New York et j'ai redécouvert les podcasts, là-bas. Parce qu'en réalité, je connaissais déjà des gens qui avaient des podcasts avant, mais tu vois, en fait, il y a eu plusieurs vagues de podcasts. Mais c'est vrai que ça a vraiment démarré en 2017, 2016, on va dire. Je pense que Lorraine Bastide était là un tout petit peu avant, si je me trompe pas trop. Mais ça a vraiment démarré à ce moment-là. Mais avant ça, il y a eu évidemment des podcasts. Mais je comprenais pas très bien le truc. Et en 2017, enfin 2017, ouais, quand je suis revenu, je me suis dit, en fait, ça me correspond assez bien parce que moi, j'adore transmettre. Donc ça continue. J'adore parler. J'adore l'idée de pouvoir mettre en avant des profils de personnes. Et ça m'a semblé assez naturel. Et alors, pour la petite histoire que tu ne connais peut-être pas, mais que je vais te raconter là, en fait, il y a en parallèle Mathieu, Stéphanie, que je connais depuis super longtemps. Et en fait, on se voit dans un café en disant ah, on a tous les deux envie d'ouvrir un podcast. Et en fait, on a ouvert à peu près au même moment. Peut-être qu'il a ouvert 2-3 semaines avant moi. Je ne sais plus exactement la date précise. Mais en gros, avec Mathieu, on a ouvert au même moment. Et voilà. Et donc, on s'est dit tous les deux ah bah ouais, c'est pas con. Et tous les deux, on était dans une démarche un peu similaire à ce moment-là. Le podcast servait quand même d'outils pour attirer des nouveaux clients, tu vois, des prospects. Et moi, c'est comme ça que je me servais de Vlan et que je me servais de mon blog à la base. Et lui aussi, par rapport à son agence, c'était un peu l'idée. Donc voilà le début, le tout début de Vlan et de Génération Do It Yourself, du coup. Et donc je le disais en introduction, ce podcast, il a ensuite, évolué pour traiter de thématiques qui sont, finalement assez différentes, même si tu Mm, explores aussi, des thèmes qui sont en lien avec l'économie, le capitalisme et ses mm, mm, limites. mm, Est-ce que mm. tu peux revenir un petit peu sur cette évolution et comment est-ce qu'elle a été, accueillie par ton audience? Je pense que plus qu'une évolution, c'est une rupture, hein. En fait, je pense que le bon terme, c'est rupture. Parce qu'en fait, disons que pendant 1 an, j'ai fait un podcast sur le marketing. Le marketing, c'est la science de la vente. L'idée, c'est d'aider les boîtes capitalistes à vendre plus. Et j'ai eu un mouvement de conscience où je me suis dit, en fait, je suis du mauvais côté du 21e siècle. Et donc, j'ai décidé de quitter le marketing, ce qui est une belle phrase en soi, mais c'est pas si simple opérationnellement. J'ai écrit le bouquin auquel tu as fait référence et j'ai commencé à ouvrir. J'avais déjà commencé un peu à ouvrir, je recevais des sociologues, etc. Et je me suis dit, mais ce qui m'intéresse, moi, ce qui me semble être le besoin pour demain, c'est pour vraiment parler de liens. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2026, c'est d'autant plus vrai. Euh, et donc, j'ai ouvert à tous les sujets parce que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Je pense que j'ai un chouïa trop ouvert dans le sens où je pense que de l'extérieur, il n'y a pas de cohérence, ou en tout cas, ça manquait de cohérence.
Et je pense que quand tu fais un produit, comme un podcast ou n'importe quoi, il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit lisible par les autres. Et c'était pas le cas de Vlan, mais en même temps, c'est vrai que j'ai fait cette transition tout simplement par, alignement intérieur. Même si j'ai des milliards de contradictions, vraiment beaucoup et je les revendique et je j'ai pas de problème avec. Néanmoins, que mon travail, ça soit d'enrichir des boîtes, qui généraient déjà beaucoup d'argent et qui sont un problème, climatique de manière générale, en tout cas le système capitaliste, ou pas le système capitaliste, mais je dirais le système néolibéral est un problème. Je pouvais pas continuer à le faire en étant conscient, ça me posait un problème. Hem, donc voilà la transition, et après j'ai ouvert, à ce qui me semblait juste. Donc effectivement, je parle toujours de capitalisme, mais généralement pour critiquer le néolibéralisme, pas pour critiquer j'aime bien la nuance, hein, pas pour critiquer le capitalisme, ce qui est pas exactement la même chose quand même. Je parle beaucoup d'économie, je parle beaucoup de sociologie, d'histoire. En fait, l'idée, je suis une sorte d'explorateur, du monde qui vient, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Une de mes questions justement, c'était autour de la cohérence. Je t'ai entendu dire Mmh. sur d'autres interviews que tu trouvais qu'effectivement, il y avait peut-être un manque de cohérence, sur Vlan, en tout cas que c'était, un problème passé. Je me posais la question de savoir si c'était des retours qui t'avaient été faits ou si c'était toi ta propre vision, de ton podcast? C'est, 2 choses. C'est moi, ma propre vision, et puis même si je suis pas quelqu'un de statistique, je regarde vraiment jamais, jamais, jamais les stats. J'ai quand même observé que Vlan, c'est un podcast que tu écoutes épisode par épisode. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui écoutent un épisode, mais qui après n'écoutent pas les autres, et je pense que ça, c'est lié au manque de cohérence. Mais peut-être que je me trompe. Et là, en tout cas, quand j'ai décidé de dire: «En fait, c'est un podcast qui va te redonner envie du futur», du coup, je remets de la cohérence. Légère, mais en même temps, existante. Où en fait tous les épisodes, mais c'est depuis janvier, hein, donc c'est très récent, janvier 2026, où tous les épisodes, ça va être quand même ça la thématique. C'est pas forcément redonner envie du futur en mode, hyper optimiste, parce que ça serait, se mettre le doigt dans l'œil. Donc c'est plutôt regarder le réel en face et se dire: «OK, dans ce monde de polycrise, dans ce monde de chaos, comment je peux trouver, une envie d'aller vers le futur?» Parce que si j'ai pas envie, du coup, d'une certaine manière, tout s'effondre. En parlant, de stats et d'audience, je le disais aussi en introduction, Vlan aujourd'hui, c'est plus de 20 millions d'écoutes. Comment est-ce que, l'audience, elle s'est développée petit à petit? Est-ce que tu peux, nous raconter un petit peu Alors, ça? c'est un peu délicat en ce qui me concerne. Délicat, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas un peu particulier, parce que moi, j'avais mon blog à l'origine. Donc en fait, si tu veux, j'avais déjà une audience. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon audience, elle a transité globalement de mon blog jusqu'à mon podcast, surtout qu'à l'époque, il y avait très peu de podcasts. Donc pendant quelques années, je pense 1 an ou 2, Vlan, ça a été le plus gros podcast en France. On se battait un petit peu avec Transfert à l'époque, et aussi avec Lorraine Bastide. Mais c'était un des très, très gros podcasts. En tout cas, c'était dans le top 10, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui, hein, pour des raisons qu'on peut discuter ensemble. Mais mon audience, elle était en fait, j'avais cette chance d'avoir déjà une audience. Donc en fait, j'ai pas eu un effort à faire, monumental pour gagner de l'audience. Donc en ça, c'est un peu injuste par rapport à d'autres personnes qui se lanceraient en 2026 et qui se diraient: «OK, comment je développe mon audience?» C'est pas que j'ai pas de conseils, parce que je peux en avoir. Néanmoins, moi-même, j'ai pas vécu cette expérience, on va dire. Tu vois? Enfin, j'avais une audience d'une certaine manière. Donc ça OK. serait ça serait ça serait pas cool de dire: «Ah bah ouais, j'ai bossé comme un âne». C'est pas exactement vrai. Cette audience, est-ce qu'elle t'a suivi? Parce que tu as parlé d'une rupture justement avec le marketing. Je suppose, mais Ah, peut-être pas tant que ça, qu'en fait les gens qui, écoutent des podcasts très poussés sur le marketing sont peut-être pas forcément, encore que, toujours ceux qui vont écouter d'autres ouais. épisodes. Je pense que ça a beaucoup bougé. Je sais pas s'ils ont suivi, c'est difficile de dire parce qu'il y a entre guillemets «trop de monde» pour savoir. Mais je pense que la majorité des gens sont arrivés après quand même. Donc tu vois, en ça, je pense que ce qui a bénéficié à Vlan à ce moment-là, c'est le bouche à oreille et les plateformes de podcast, tu vois? En particulier Apple Podcast à l'époque, en tout cas. Et encore une fois, moi j'ai créé Vlan à un moment où il y avait très peu de podcasts, donc il y avait peu de concurrence, et donc c'était entre guillemets «plus facile» de gagner de l'audience qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus hardcore, de se faire voir, à moins d'avoir déjà une notoriété et cetera. Après, on pourra parler de ça, mais non, je pense pas que je pense pas que la majorité des gens aient suivi. Je pense que c'est quand même 2 sujets bien distincts, le marketing et l'anti-marketing.
Globalement. C'est pas l'anti-marketing. En gros, Vlan, on pourrait dire, si tu restes dans le business, tu pourrais dire que c'est un podcast de planeur strat. On pourrait dire ça, d'une certaine manière. OK. Tu en as un petit peu parlé, mais quel est ton regard sur le monde du podcast aujourd'hui? Mon regard, alors la manière dont moi je vois les choses, et encore une fois, voilà, c'est complètement subjectif. Et le truc, c'est que, bon, évidemment, il est très chargé. Il y a énormément de podcasts. Il y a beaucoup de gens qui se lancent. Ça, je l'ai vu dans les mondes des blogs aussi. En général, ça dure jamais très longtemps parce que les gens espèrent la gloire, l'argent. Et malheureusement, en fait, ça se passe assez rarement comme ça. Ça peut passer comme ça, mais enfin, c'est quand même assez rare. Et donc, ils abandonnent. Au bout de 6 mois, 1 an, ils abandonnent. Même si ça coûte pas si cher que ça de faire un podcast, maintenant il y a quand même la vidéo. C'est plus, enfin là on est à distance donc c'est plus facile, mais quand tu le fais en face à face, ça veut dire des caméras, ça veut dire des lumières, ça veut dire un studio, ça veut dire du montage vidéo, c'est pas le même temps. Enfin, faire un podcast audio, moi j'ai commencé avec mon téléphone portable et avec 2 micros si tu veux, donc et Ouais. filaire à l'époque. Aujourd'hui, bon, je fais plus du comme ça évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que en 2017, on était sur une prod qui était extrêmement légère. Aujourd'hui, la prod d'un podcast, c'est quand même lourd. Tu vois, moi, ça me coûte plusieurs milliers d'euros tous les mois. Donc, Ouais. et encore, je suis sur une économie assez, tu vois, légère, j'enregistre chez moi, etc. Mais quand même, enfin, l'air de rien, il y a une économie. Donc, je pense que la majorité des gens se disent, ah, un podcast, c'est facile, je vais faire ta, ta, ta. Donc, il y en a beaucoup. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien sûr, la manière dont les Instagrammeurs, les YouTubeurs ont pris le pas sur les podcasts, donc avec beaucoup de divertissement. C'est un marché qui s'est aussi beaucoup professionnalisé, avec très peu d'élus et une masse qui a du mal à décoller. C'est un marché qui, alors pour les plus gros en tout cas, qui sont de plus en plus séduits, en tout cas pour lesquels que les politiques essayent de séduire. Donc ils sont vraiment rentrés. Enfin, je pense que les podcasts c'est vraiment rentré dans le panorama médiatique en France. Je pense qu'il y a encore une énorme sphère de développement. Je pense que Radio France a raflé. Je ne sais pas exactement combien de pourcentage de l'audience des podcasts, mais c'est énorme. Je pense que il y a encore plein de choses à développer. Moi, ce que j'ai vu sur les blogs, tu vois, je pense que les modèles, tu vois, ça se réitère de manière générale. Donc, je pense que les plus gros blogs n'étaient pas les premiers. Et je pense qu'il y a encore plein, tu vois, Lena Situation, tu vois, vu de ma fenêtre qui s'est ouvert en 2005, elle est arrivée extrêmement tard. Et pourtant, elle a explosé. Alors, elle n'est pas forcément explosée sur un blog, elle a explosé plutôt sur YouTube. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore plein de places. C'est possible. Simplement, ça demande des postures beaucoup plus fines, ouais, ou un caractère plus particulier, tu vois. Tu en arrives presque à faire du stand-up, et même comme ça, tu vois. Il y a Alice Moitié qui s'est lancée il n'y a pas longtemps, mais Alice Moitié, elle a comme une audience. Il y a un bureau de podcast derrière, donc c'est pas neutre. Il y a quelques podcasts comme ça que je vois se développer, mais soit avec des grosses potes, par exemple, comment ça s'appelle, Legend. Ouais. Bon, lui, il avait déjà une audience, une mauvaise image, mais quand même une audience. Ça a été développé avec une boîte de prod qui a mis beaucoup d'argent sur la table. Donc voilà, c'est pas connu par hasard non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, bien sûr. le marché s'est professionnalisé, il s'est industrialisé, enfin, il est vraiment allé dans le divertissement. Moi, c'est un truc que je regrette beaucoup, mais c'est comme ça. Et voilà. Pardon, c'est une longue réponse. Si tu devais, lancer Vlan maintenant et du coup de zéro, Ouais. sans avoir, finalement l'audience que tu as, en tout cas la notoriété que tu avais via tes différentes casquettes précédentes, qu'est-ce que tu ferais? Peut-être qu'est-ce que tu ferais différemment? Et une question complémentaire, pour venir éclairer celle-ci, c'est, tu le soulignais, la création de contenu, c'est très exigeant. C'est aussi très chronophage, particulièrement quand on parle du podcast avec la vidéo qui s'est rajoutée. Mmh. Comment on fait pour, avoir, un rythme de publication, qui est, très, régulier, Ouais. créer tout ça sans s'épuiser? Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il faut mettre finalement de côté, on va dire, un rythme un peu plus lent pour, avancer et se démarquer? Je pense alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. La première chose, c'est si je devais lancer aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais différemment? Je pense que je jonglerais beaucoup plus. Je serais beaucoup plus précis dans la posture. Ce que j'essaye de faire, mais néanmoins, hein. Enfin, je veux dire, en vrai, c'est pas parce que tu as une audience installée que ton audience, elle va pas partir, en particulier dans un monde où il y a énormément de concurrence. Ton audience, elle est appelée par d'autres sirènes, tu vois. Donc, tu es toujours obligé de te réinventer, tu es toujours obligé de réfléchir
Enfin, en tout cas, ne pas te reposer sur tes lauriers. Moi, c'est pas un truc que je fais. Et quand même, comme j'ai 20 ans dans les pattes de création de contenu, j'ai quand même une bonne expérience, si tu veux, je pense, par rapport à beaucoup, beaucoup de gens qui sont arrivés, par exemple, avec les podcasts ou avec Instagram. Donc, j'ai quand même cette expérience. Et ce que je sais, c'est qu'il faut énormément de rigueur. C'est-à-dire, en fait, il faut toujours poster le même jour, à la même heure. Tu vois, jamais flancher. Moi, en 9 ans, j'ai jamais flanché. Pas une fois, j'ai raté un épisode. Donc ça, c'est vachement important. Il faut créer un rendez-vous. Ça, je bougerai pas du tout ça. Je pense que j'essaierai sans doute d'avoir une posture un peu plus précise. Après, la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Et je crois que moi, quand j'ai ouvert mon blog, évidemment, et pas le podcast, hein, il n'y avait pas de business. Et même quand j'ai lancé mon podcast, il n'y avait pas de business. Ça n'existait pas. Et donc, je le fais pas j'ai jamais fait ça pour le business. Tu vois, et je crois que ça changerait pas. Si je devais lancer un podcast aujourd'hui, je le ferais pas pour le business, je le ferais pour me faire plaisir parce que je pense que c'est utile. Et après, bah, la question, c'est qu'est-ce que tu désires vraiment? Et ça, en fait, c'est une question qui peut sembler très basique, mais on a tellement de désirs mimétiques, c'est-à-dire qu'on désire tout ce que tout le monde désire, que quand tu demandes à quelqu'un, non, mais toi, vraiment, qu'est-ce que tu désires? Bah, en fait, cette question-là, elle est assez complexe. Une fois que tu as dépassé un peu comme ça va, ouais, ouais, ça va. Mais qu'est-ce que tu désires? Bah oui, la majorité des gens, ils veulent accumuler, tu vois. Ils veulent accumuler de la notoriété, de l'argent. Ils veulent accumuler de la sécurité, ils veulent accumuler, je sais pas, voilà. Argent, en général, on dit argent, notoriété, des biens, voilà ce que tu veux. Mais pour faire ça, bah, dans ce cas-là, mais c'est vachement dur aujourd'hui, il faut lancer un podcast où tu fais des profils de célébrités. C'est ce qui va t'assurer le plus de succès, vraiment de loin, hein. Tu reçois des gens un peu connus, pas très connus au début, de plus en plus connus au fur et à mesure. Donc, tu commences par des podcasteurs, tu commences par des influenceurs, et puis tu grossis en termes. Parfois, tu as une chance, tu vois, tu as un plus gros influenceur, et puis de l'influenceur, tu passes à l'acteur de cinéma, et puis Ça, cette méthode-là, quand tu fais des profils de gens, ça cartonne. Je veux dire, il y a pas de sujet. Moi, c'est Mmh. pas du tout le choix que j'ai fait. Et c'est très bizarre de le faire en conscience. Tu vois, de se dire, je sais ce qui cartonne et c'est pas le choix que je fais parce que moi, j'ai pas envie de faire du divertissement. En fait, c'est pas que ça m'intéresse pas, les profils des gens, mais en fait, je trouve que ça n'a aucun intérêt de le faire. Et je le fais dans la vraie vie, tu vois, je rencontre plein de gens et tout, je trouve ça super. Mais ça m'intéresse pas enfin, j'ai pas envie de faire du divertissement. Je trouve que l'époque qu'on vit actuellement, elle a besoin de fond, on a besoin de réfléchir, on a besoin de trucs qui nous font réfléchir, qui nous remettent en question, etc. Donc, si tu veux, si c'est pour faire des profils de gens, alors c'est sûr que tu vas avoir une accumulation, effectivement, de notoriété et puis d'argent potentiellement, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Néanmoins, c'est ce que, si tu veux réussir, si tu veux réussir, qu'est-ce que ça veut réussir? Si réussir pour toi, c'est l'accumulation, donc le plus d'audience, le plus d'argent, le plus de notoriété. Bah, alors c'est sans doute le bon chemin à faire. Moi, c'est pas le chemin que j'ai fait. Et tu vois, ta première question, c'était qu'est-ce que je referais? Je pense que je serais peut-être plus niche aussi. Tu vois, je dirais cibler les planeurs strat en pub. Parce que j'aurais pas envie de faire autre chose que ce que je fais actuellement, d'une certaine OK. manière. Donc, ce serait peut-être un plus petit podcast, tout simplement. Mais conscientisé. J'ai conscience que j'utilise pas la méthode pour cartonner. Tu vois, c'est un peu bizarre, hein. Ouais. Mais je pense qu'aussi, au bout d'un moment donné, les gens, ils écoutent le podcast parce que c'est toi. Quand tu dis ça, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas dit. Il y a 2 postures qui marchent très bien. La première, c'est de recevoir des célébrités. La deuxième de célébrités, pardon. La deuxième, c'est d'avoir une posture extrêmement tranchée. Par exemple, Sismic, je sais pas si tu vois, qui est mon pote Julien. On est assez proches avec Julien. Lui, il a un positionnement très tranché, un peu dark, très analyse géopolitique, très analyse des États-Unis, du chaos. Pour moi, ça, c'est tranché. Tu vois, il a une posture un peu dark. Ou Thinkerview, tu vois, ça, Ouais, c'est j'allais tranché. penser à Thinkerview quand tu Euh, parlais de ça, ouais. Ça, c'est ce Mmh. que j'appelle tranché. Tu vois, Pauline Léniaud, Mathieu, c'est pas trop tranché. Bliss Stories, c'est pas extrêmement tranché, mais c'est un sujet niche, qui est une énorme niche en l'occurrence. Mais tu vois, ou la matrescence, pour faire de la pub à nos deux amis, Clémentine, les deux. C'est pas tranché, mais c'est des niches qui cartonnent bien. Mais tu vois, par exemple, moi, je suis plus proche de Clémentine, la matrescence, dans mon podcast, parce qu'elle fait une analyse intellectuelle du sujet, que de Clémentine de Bliss qui fait des profils.
Tu vois, c'est 2 et effectivement, Bliss cartonne beaucoup plus que la matrescence. Après, la matrescence, c'est des très beaux scores aussi, hein, mais néanmoins, Bliss, c'est beaucoup plus gros. Et c'est lié au fait que Clémentine Bliss reçoit des célébrités. Enfin, tu vois, ça marche en fait. Je veux dire, il n'y a pas non plus 50 000 méthodes. Hein. Mais donc, pour revenir, je trouve pas que Legend, ça soit tranché, à moins que. Enfin, pas tranché dans la manière. Enfin, pas de la manière dont je l'entends. Pour, parler un peu du modèle économique, tu l'as évoqué, Mm. assez rapidement, c'est un sujet, qui est crucial, dans le podcast. Hem, Comment Qu'il est-ce est que toi tu devenu. t'organises? Comment? En fait, à la base, moi, j'ai fait des prises de parole où je disais hors de question de mettre de la pub sur les podcasts, etc. Parce qu'à ce moment-là, je faisais du. En fait, mon podcast me ramenait, pardon, des, des annonceurs pour faire du conseil et de la strat, etc. Donc, ou des conférences, et donc j'avais pas vraiment besoin non plus. Aujourd'hui, ça s'est professionnalisé. Tu vois, j'ai quelqu'un qui fait le community management, donc qui fait un post par jour. Donc c'est vraiment intense. Tu vois, cette personne-là, elle travaille, il faut mieux que je la paye. Bon, moi, je paye pas de studio, en tout cas pas pour Vlan. Pour Vlan Leadership, oui. Après, il y a le montage, il y a le mixage. Donc tout ça, ça génère des coûts. Et ce que j'essaie de faire, c'est juste de trouver des sponsors. Parce qu'en France, les gens n'aiment pas payer. Alors c'est un truc, c'est très français par rapport à la culture anglo-saxonne. Les gens refusent de payer. Sauf quand tu es très tranché. Par exemple, Sismic, il arrive à avoir pas mal de personnes qui lui donnent de l'argent sur un Tipeee. Tu vois, ce que pour Vlan, je pense que ça marche moins bien parce que c'est pas assez tranché. Par exemple, pareil, Bon Pote, c'est pas un podcast, mais il arrive à faire ça aussi, ou Thinkerview, ils arrivent à faire ça aussi, parce que c'est des postures très tranchées. Je pense que, tu vois, quand je te parlais de tranchées, si tu demandes aux gens qui écoutent Legend de payer pour Legend, je suis pas Non. sûr qu'il y ait un gros succès, parce que c'est pas Ouais. assez tranché. Tu vois ce que je veux OK. dire? Ouais. Euh, donc, il y a plusieurs méthodes pour gagner de l'argent sur un podcast. La première, c'est évidemment de faire des pré-rolls. C'est dur à trouver. C'est vraiment pas facile de convaincre des annonceurs, mais c'est possible. Il y a plein de podcasts qui vivent comme ça. Je pense que la très grande majorité de ceux qui marchent. Après, il y a aussi le fait que ton podcast te ramène du business, ce qui était le cas de Vlan à l'origine quand je faisais du marketing ou de Génération Do It Yourself à la base. Et ben ça te permet de vivre aussi. C'est-à-dire que c'est une économie en décalage, mais c'est une économie quand même. Après, il y a effectivement les cagnottes. Quand tu as une posture très tranchée, ça marche aussi. Potentiellement moins bien en France, mais enfin quand même, tu peux sortir suffisamment d'argent, en tout cas pour combler les frais. Tu peux aussi décider, c'est le cas de Sismic, de faire toi-même les posts, toi-même le montage. Ça te prend beaucoup plus de temps, mais c'est possible. Donc tout ça, en fait, c'est une économie que tu peux manager. Tu vois, moi, c'est juste que j'ai décidé de ne pas faire le montage et de ne pas faire les posts Instagram parce qu'il y en a trop. Mais ça serait possible. Et c'est vrai qu'avec l'IA, d'autant plus, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de le faire. Mais donc, cette économie, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas le faire pour l'argent. C'est quand même le message principal. Je pense que la majorité des podcasts ne gagnent pas d'argent. La très grande majorité, hein, je pense que c'est 80, je sais pas, je vais dire un chiffre comme ça dans le vent, mais je pense que c'est plus de 90% des podcasts qui ne gagnent absolument aucun argent. Et après, pour ceux qui restent, on se bat en fait. Hein. On se bat à maintenir l'audience, à faire des épisodes de qualité et à essayer de trouver des sponsors ou à trouver des conférences ou à trouver, tu vois, des manières de combler le truc. Après, il y a des gens c'est le cas de Legend, qui font payer pour venir sur le podcast. C'est pas très courant. Moi, j'ai jamais fait ça en 9 ans, mais je sais qu'il y a quelques podcasts qui font payer les invités. Voilà, ça peut être aussi une autre méthode. Dans l'une de tes dernières newsletters, tu, soulignes, je vais pas dire prédis, le déclin des réseaux sociaux. Oui, Je sais plus quel est le terme que tu as employé, si c'est déclin ou si c'est la mort. mort. Mort, voilà. Ouais, la Heu, mort, c'est un mot un peu fort. Le déclin, on peut dire. Est-ce que tu peux, développer un peu ton Ouais. analyse sur ce point? En fait, et ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure et ça va dans le sens de la posture que j'ai avec Blanche, je crois. Déjà, ils sont en déclin depuis 2022 dans les pays occidentaux. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose que les gens ne savent pas nécessairement, mais les gens sont un peu moins sur Instagram, bon, clairement moins sur Facebook et un peu moins sur TikTok. C'est pas forcément le cas partout dans le monde. C'est le cas en Occident, c'est le cas en France. Mais là, moi, mon analyse, la manière dont je vois les choses, c'est qu'avec l'arrivée de l'IA et donc des contenus qui sont complètement fake,
les gens commencent à se dérouter, se disent: «Attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de mon temps à regarder des contenus qui sont pas vrais? Enfin, c'est quoi l'intérêt, en fait, d'aller mater des contenus qui ont été générés par des IA? Enfin, j'ai autre chose à faire de mon temps». Déjà qu'avant, c'était pas glorieux, mais là, du coup, tu te dis, ben, regarder des contenus fake ou ne plus être capable, et ça devient franchement difficile de différencier un contenu fake d'un contenu réel. Les gens sont en train de se détourner de ça, ou en tout cas, je pense qu'ils vont s'en détourner dans les années à venir. Et je pense qu'ils vont revenir à des newsletters, à des personnes qu'ils trouvent pertinentes, mais peut-être en dehors des réseaux sociaux. Par exemple, sur des podcasts, par exemple, encore une fois, dans des newsletters, mais aussi dans des événements dans la vraie vie, tu vois, soit des conférences, je sais pas, des cafés, j'en sais rien, des spectacles. Mais je crois qu'effectivement, en tout cas, c'est ce que j'observe autour de moi et c'est encore un signal faible. Donc c'est un petit signal pour l'instant, mais je vois que les gens se détournent. Moi, j'ai de plus en plus de gens autour de moi qui me disent: «Oh, moi, Instagram, j'y vais plus trop, je poste plus trop, je fais des stories, mais le feed, j'ai arrêté de le nourrir». Je sais pas comment c'est autour de toi, mais moi, je l'observe de manière assez forte. Alors après, ça reste un microcosme, dans ma bulle, mais néanmoins, il y a une logique derrière, liée à l'IA, je pense, qui fait que ça a moins d'intérêt. Puis c'est une période qui a vécu quand même. Ouais, après, moi, c'est vrai que je suis aussi, je pense, enfin, dans une bulle un peu à ce niveau-là, mais pour autant, je constate quand même et je pense bon, après, je sais pas si les gens sont sur Instagram, mais je le constate comme tout le monde que quand tu vas dans un métro, dans un tram, dans un Mmh. bus, tous les gens sont sur leur téléphone, mais tous, en fait. Oui, oui, Donc c'est vrai que quand j'avais entendu cette, ce que phrase, tu disais, je c'est me suis dit: «Waouh, mais d'ici on n'y 2-3 est ans. pas». Quand je dis ça, c'est pas tout de suite, hein. Moi, je pense que c'est déjà le cas, c'est-à-dire que c'est déjà en déclin, et c'est déjà cringe, en fait. Enfin, pour moi, ça devient un peu cringe de partager des trucs sur Instagram. Peut-être que je me trompe et peut-être que je suis trop vieux, tu vois? Mais je crois pas parce que j'ai pas mal de gens aussi très jeunes autour de moi et je vois bien que ça devient cringe et je te parle d'un truc d'ici 2-3 ans et sans doute que ça va être dans une scission, sociale dans un premier temps, c'est-à-dire, et c'est horrible de le dire comme ça, mais je pense que les gens les plus riches, en tout cas les plus éduqués, pas nécessairement les plus riches, mais au moins les plus éduqués, vont s'en détourner. Et au fur et à mesure, c'est une tendance, tu vois. Et les gens sont toujours sur leur téléphone, mais peut-être plus avec une IA, peut-être plus à lire des newsletters, peut-être plus. Moi, je vois, par exemple, il y a une tendance qu'on voit pas en France encore, mais qu'on voit déjà à New York. Il y a des cafés où les gens se rejoignent pour lire, et c'est un énorme carton. Donc, tu vois, en fait, c'est en train de bouger. Simplement, effectivement, quand je dis ça, ça peut sembler tellement loin de la réalité aujourd'hui. Et moi, j'utilise encore les réseaux sociaux tout simplement parce que, tu vois, en tout cas pour Vlan, pour moi, beaucoup moins, euh, mais parce que je sais que les gens sont là, hein, tout simplement. Euh, mais je pense que d'ici 2-3 ans, peut-être que je me trompe, hein, c'est possible, mais j'ai quand même toujours été un peu en avance de phase sur ces trucs-là. Et comme ça fait 20 ans que je suis le truc, je crois pas trop me tromper quand même. À suivre et à voir dans les 2-3 prochaines années. Dans un des derniers épisodes de janvier aussi, tu te positionnes, clairement comme un prospectiviste réaliste. J'espère que c'est le bon terme, c'est bien ça? Optimaliste. Optimaliste, Optimaliste. pardon. Hem, Est-ce que tu peux, préciser un petit peu en quoi ça consiste, finalement cette Ouais. posture et juste, est-ce que c'est pas un peu ambitieux, de vouloir redonner envie du futur, surtout quand on voit le contexte géopolitique actuel? Ah! Alors l'ambition, c'est jamais un problème. Ça, c'est le premier truc. Mais je vais répondre à ta première question d'abord. Prospectiviste, je trouve que, bah, c'est juste parce qu'il faut mettre un terme. J'ai essayé de trouver. Je suis pas prospectiviste dans le sens où, la prospective, c'est un métier dans lequel il y a une méthode que moi, j'applique pas du tout. Simplement, moi, je suis plutôt un explorateur d'une certaine manière. Mais il fallait me trouver un mot qui, correspond à une sorte de réalité pour un certain nombre de personnes, donc j'ai dit prospectiviste. Bon, c'est une manière de le dire, je suis pas sûr que ce soit le plus juste, mais c'est quand même assez proche de ce que je fais, on va dire. C'est essayer de comprendre la manière dont le monde évolue. Optimaliste, c'est parce que je suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis à l'intersection du réalisme et de l'optimisme. C'est-à-dire que j'essaie de regarder le réel en face et de me dire, il va falloir s'engager à l'intérieur de ça et allons-y. Et derrière, tu vas adorer l'épisode de la semaine prochaine. Je pense qu'il va répondre exactement à la question que tu te poses là précisément, ou que tu me poses en l'occurrence. Est-ce que c'est beaucoup trop d'ambition dans un monde chaotique de vouloir redonner envie du futur? Je crois pas. Je pense que, en fait, quand je dis ça, moi, je m'appuie sur Spinoza, je m'appuie sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, la résistance, donc Camus, je m'appuie sur René Char, je m'appuie sur Frankl, qui était un psychiatre
autrichien qui a été enfermé dans les camps parce qu'il était juif, évidemment. Et en fait, tu te rends compte que dans les moments de chaos, on peut dire ça comme ça, même si tu verras que ma prochaine newsletter, ça remet en question le sujet du chaos, en l'occurrence. Et ben en fait, tu as besoin de la joie, tu as besoin de t'engager, parce qu'en fait, sinon, tu meurs. Tu meurs à l'intérieur de toi, je veux dire, tu meurs pas physiquement, bien sûr, mais... et donc, c'est hyper important d'avoir envie du futur, parce que c'est de cette manière-là que tu vas le dessiner toi-même. Et bien sûr que, tu vois, tes petits gestes à toi, ça va rien changer à la face du monde, comme mes petits gestes à moi, où le volant, ça change rien à la face du monde non plus. Mais par contre, en fait, ça change tout. C'est ça le truc, c'est que ça change rien et ça change tout à la fois. Les deux sont vrais. Ça change rien parce qu'évidemment, voilà, ce que je fais moi, ça va pas changer la situation en Iran ni pour les Iraniens, je veux dire, typiquement, là, si on parle de l'actualité. Mais en même temps, ça change tout parce qu'en fait, au fur et à mesure, tu ouvres des consciences, tu bouges, et en bougeant, tu fais bouger les autres. Et en fait, comme on est des animaux sociaux, bah, c'est comme ça qu'une société bouge. Ça prend du temps, mais ça bouge. Et est-ce que c'est trop ambitieux? Je crois pas. Moi, je pense que c'est la bonne ambition à avoir, c'est de donner envie aux gens d'aller dans le futur, de se dire, ben, ça va être long, ça va être dur, mais le programme des jours heureux, il s'appelle comme... Tu vois ce que c'est que le programme des jours heureux? J'en parle, je pense, mais le programme des jours heureux, c'est ce qui a donné naissance à la retraite, c'est ce qui a donné naissance à la sécurité sociale, et c'est un programme qui a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça OK. s'appelle le programme des jours heureux. Ce que je veux dire par là, c'est que... Et peut-être que nous, avec le recul, on se dit, ah bah oui, mais bon, ils l'ont écrit, on savait que ça allait s'arrêter, la guerre. Mais quand tu es au milieu de la Seconde Guerre mondiale, franchement, tu sais pas du tout quand ça va s'arrêter. Et ils ont appelé ça le programme des jours heureux, en se disant, bah, pour les lendemains qui chantent, quoi. Et Frankel, pareil, tu vois, quand il parle de sens, donc son bouquin, c'est Man Search for Search for Meaning. meaning. Ouais. Lui, il est dans les camps, tout le monde est en train de mourir autour de lui. Alors bien sûr, il a écrit le bouquin après coup, hein, il l'a pas écrit dans les camps, mais néanmoins, tu sais pas quand est-ce que tu vas sortir. Et il s'est rendu compte que le sens, que la joie, que l'humanité, l'humanisme que tu peux avoir à l'intérieur de toi, l'entraide, c'est ça qui te permet de tenir. Mmh. Donc je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin aujourd'hui que d'avoir envie du futur. Tu vois, sinon tu t'effondres. Sacré programme. Ouais, en tout cas c'est le mien. Et justement, tu évoquais aussi, il me semble pour Vlan, l'envie d'organiser des rencontres, en Oui, présentiel. oui. Est-ce que ça fait partie de tes projets pour 2026 et plus de façon plus large, c'est quoi tes projets pour Vlan pour 2026? Alors, est-ce que c'est un projet pour 2026? J'adorerais. Le truc, c'est qu'il faut que je stabilise la situation économique du podcast, parce qu'en fait, la réalité, c'est que tu peux pas créer un événement sans sponsor, je pense. Tu peux demander aux gens de payer leur place, mais on revient à la situation d'avant, où je suis pas certain que les gens veuillent payer pour ce genre d'événement. J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Je suis pas sûr que tu puisses financer le temps que ça va prendre, l'énergie que ça va prendre. Tu vois, je pense que ça tient pas debout économiquement si tu t'appuies juste sur les places. Sauf à faire des très grandes salles, mais bon, ça va pas arriver. Donc, en tout cas, pas pour Vlan, je crois pas. On en revient au sujet initial de l'audience, etc. Et après, le plan pour 2026, je pense vraiment renforcer cette posture de redonner envie du futur, parce que c'est quand même relativement nouveau, donc l'idée, c'est de le renforcer. L'idée, c'est de toujours évoluer, donc de faire évoluer les choses. Là, par exemple, les podcasts, si tu écoutes de celui d'aujourd'hui, ça a déjà bougé. L'introduction, elle est différente de celle d'avant. Donc, il y a des choses qui bougent. De développer YouTube, parce que je pense que YouTube, c'est une plateforme extrêmement importante pour les podcasts, dans la mesure où c'est le seul moteur de recherche qui permet de vraiment chercher dans les podcasts. Parce qu'aujourd'hui, en fait, et Spotify et Apple Podcasts sont des plateformes assez mauvaises quand tu cherches quelque chose. Et YouTube, l'air de rien, bah, c'est un moteur de recherche. Donc moi, il y a vraiment une ambition d'aller chercher et développer YouTube, ce qui est hyper difficile à faire, hein. Tu vois, là, je reviens dans ta question de comment tu fais quand tu démarres au début. Bah voilà, j'en suis là parce que même si j'ai des abonnés, les gens reviennent pas. Donc bon, c'est tout un beans YouTube que je connais mal en plus. Donc voilà, ça c'est une ambition. Et de toujours continuer à recevoir des invités de qualité, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Moi, le but, en fait, je suis en train de courir un marathon, tu vois, je me mets pas dans un sprint. Euh, donc, ça sera une 10e année. C'est assez bizarre de dire ça comme ça, hein. mais c'est un peu le cas. Donc, ouais, l'idée, c'est de continuer à essayer de faire du contenu de qualité, quoi. En tout cas, j'essaie. L'année prochaine, il y aura les présidentielles.
Je reçois de plus en plus de politiques. Je pense que je vais m'engager d'une manière ou d'une autre. Je pense que ça devient difficile de ne pas s'engager politiquement. Politiquement, c'est pas uniquement pour les partis politiques, c'est aussi, tu vas faire des choix politiques avec tes investissements, enfin, avec l'argent que tu dépenses. Tu vois, là, j'ai fait un post LinkedIn aujourd'hui pour dire que je quittais ChatGPT parce que vraiment, en fait, la posture éthique, enfin non éthique d'OpenAI, c'est trop compliqué pour moi, quoi. Mmh. Par exemple. Et en plus, il y a des alternatives qui sont super bien. C'est pas comme si, tu vois, si on te dit coupe-toi de Gmail, c'est compliqué parce que c'est vraiment super Gmail, même si t'aimes pas Google. Ou coupe-toi d'Instagram, ben, quand tu es dessus, et ben, l'audience, après, tu as TikTok, mais enfin bon, voilà. Tu n'as pas non plus des tonnes d'alternatives. Pour ce qui concerne OpenAI et ChatGPT, tu as des super alternatives comme Claude, bon, après, tu as évidemment Gemini chez Google. Tu as une boîte en France qui fait ça très bien aussi. Donc après, ça dépend de tes usages, etc. Mais c'est facile de couper de ChatGPT. Je pense que ça, c'est une posture politique et je pense qu'on va devoir de plus en plus avoir des postures politiques. Et je pense que du coup, sur Vlan, ça va s'ancrer un peu plus aussi. OK. Ouais, Voilà. s'engager, puis j'en ai pas parlé effectivement, mais il y a tous les épisodes aussi audio newsletter, donc les Oui, newsletters que tu dis, qui te permettent aussi de développer ta propre pensée, ton propre oui, positionnement sur pas mal de thématiques, ouais. avec un champ d'exploration assez large, quoi. Ouais, ça, tu vois, c'était une évolution de 2025, où je me suis dit finalement, moi, je laisse, enfin, un des compliments qu'on me fait, c'est que je laisse beaucoup la parole aux invités. Mais ce que j'observe, c'est que, et tu l'as dit au début, tu écoutes un podcast parce que tu t'attaches à l'autre. Mais quand l'autre il parle pas ou très peu, bah, tu peux pas t'attacher à lui, c'est pas possible. Et moi, c'était, je pense, peut-être que je me trompe, un peu une faiblesse de Vlan aussi. Donc, tu vois, de lire mes newsletters, ça permet de se raccrocher à moi. Enfin, c'est pas un truc d'ego, mais c'est plus parce que je sais qu'en termes d'audience, c'est important que les gens puissent savoir qu'est-ce que moi j'ai dans la tête. Et comme quand je reçois des gens, et parce que c'est ma nature, je peux pas les couper. C'est pas ma nature de couper les gens, de parler de moi, etc. C'est pas mon truc. Et c'est pour ça que je lis mes newsletters. Mais tu vois, ça, c'est une évolution de 2025. C'est pour dire que même quand tu as une audience, c'est pas parce que tu as une audience que tu ne te réinventes pas. Tu vois, par exemple, Mathieu, chez un tuteur self, maintenant, il fait des vidéos, il fait des reportages, il est parti en Chine, il est parti au Brésil. Il fait vraiment, lui, il s'est mis à fond sur YouTube, par exemple. Tu vois, il se réinvente aussi. Je pense que l'année prochaine, enfin cette année, il va sans doute se réinventer aussi. On n'en a pas parlé, mais je pense que, enfin, je veux dire avec lui, pas tous les deux, mais je pense qu'il va faire des trucs, il va essayer de se réinventer. En fait, tu es obligé de te réinventer, de penser à de nouvelles choses. Et je pense que ça, c'est hyper important. Donc voilà, c'est toujours se réinventer en permanence, même quand tu es, Ouais. ou peut-être surtout quand tu as déjà une audience. Ouais, je pense que c'est une nécessité pour ton audience effectivement, mais aussi pour Mm. toi, que tu continues Oui, finalement aussi. à être dans une aventure qui est vraiment intéressante parce qu'au bout Mm. de 7 ans, 8 ans, peut-être 9 ans, de podcast, je sais pas si on peut avoir fait le tour, mais bon, il y a quand même déjà un bon champ qui a été déjà balayé, quoi, donc Ouais, mais franchement, je m'ennuie pas, moi. Personnellement, j'adore. Non, j'y prends énormément de plaisir. Je sais, il y a plein de gens qui se disent ça. J'ai cette discussion avec quelques podcasteurs, mais franchement, moi, j'adore ce que je fais. J'ai pas du tout perdu le plaisir. Absolument, absolument pas, quoi. Mais je sais que ça peut être un risque. bon, merci beaucoup Grégory pour, cet échange, Merci à toi. authentique et puis donc je rappelle qu'on peut écouter Vlan sur toutes les plateformes d'écoute et évidemment sur podcast.fr. Merci. Merci beaucoup, Claire.